La libération n'est pas une permission, c'est une exigence intérieure. Nous avons tous connu ce moment où notre propre image nous échappe, façonnée par le regard des autres, par les attentes silencieuses de la société, par des normes invisibles que nous finissons par adopter comme les nôtres. C'est une sensation subtile d'être un acteur dans sa propre vie, de réciter un rôle, de se mouvoir selon un script écrit par d'autres, et de sentir au fond de soi une dissonance, une fatigue de l'être, comme si une part essentielle de notre vérité restait emprisonnée, inarticulée. Ce malaise diffus peut se manifester par une quête incessante de validation, une peur lancinante du jugement, ou cette étrange impression que notre authenticité est un luxe que nous ne pouvons pas toujours nous permettre. Bonjour, bienvenue sur Vibinspi, la chaîne où la philosophie devient une matière à penser et une manière de vivre plus lucidement. Aujourd'hui, on va parler de Frantz Fanon, de la manière dont il nous invite à un voyage intérieur essentiel, celui de la décolonisation de l'esprit, une exploration profonde des chaînes invisibles qui entravent notre perception de nous-mêmes et du monde. Nous allons sonder la manière dont les structures de pouvoir, qu'elles soient coloniales, sociales ou même personnelles, imprègnent notre psyché, déformant notre identité et voilant notre véritable liberté. Fanon ne nous offre pas un simple diagnostic, mais une incitation radicale à briser ces masques intérieurs, à défaire les mécanismes subtils de l'aliénation pour retrouver notre propre voix, notre propre dignité. Il existe une étrange fatalité qui nous pousse à nous définir par ce que nous ne sommes pas, à nous construire en réaction aux images que les autres projettent sur nous. On se voit à travers les filtres d'une culture dominante, d'une catégorie sociale ou même d'une histoire collective qui n'est pas la nôtre. Cette dynamique peut se traduire par une intériorisation insidieuse de la honte, de l'infériorité, ou d'une perpétuelle obligation de prouver sa valeur, de surcompenser une supposée tare. C'est une danse épuisante où l'on cherche à se conformer à un idéal extérieur, oubliant que la véritable force réside dans l'acceptation de notre singularité, dans l'affirmation de notre propre récit, selon les mots de Spinoza, se connaître soi-même pour atteindre la liberté. Frantz Fanon a eu le courage de pointer du doigt ce drame psychologique avec une lucidité chirurgicale, observant comment le système colonial ne se contentait pas d'asservir les corps et les terres, mais s'insinuait avec une perversité redoutable dans les esprits, colonisant l'imaginaire, les désirs, et même la langue de ceux qu'il dominait. Il a vu comment la violence de l'oppression ne se limitait pas aux coups et aux prisons, mais s'exerçait également par la destruction de l'estime de soi, par l'imposition d'une vision du monde qui rendait l'existence du colonisé absurde ou incomplète. C'est une architecture psychique complexe que nous allons démanteler ensemble, révélant les fondations de ce qui nous retient parfois, à notre insu. L'expérience fanonienne nous enseigne que cette décolonisation de l'esprit ne peut être une démarche superficielle, une simple adaptation de surface. Elle exige une plongée dans les profondeurs de nos propres contradictions, une confrontation brutale avec les fantasmes et les peurs que nous avons hérités ou que nous avons nous-mêmes forgés. Il s'agit d'une entreprise de déconstruction radicale, un processus qui remet en question les catégories mêmes par lesquelles nous pensons le monde et nous pensons nous-mêmes. C'est un travail intérieur qui promet une authenticité nouvelle, une liberté retrouvée, mais dont le cheminement est souvent inconfortable, parfois douloureux, car il s'agit de rompre avec des habitudes de pensée profondément ancrées. Il n'est pas rare de voir des individus chercher à s'échapper de cette prison mentale en adoptant les codes, les manières, les langages de ceux qui les ont historiquement dominés. Fanon a décrit cette tentative d'assimilation comme un masque noir que l'on revêt pour tenter de devenir blanc, une démarche futile et tragique qui, loin de libérer, enferme encore davantage dans une aliénation profonde. Le colonisé qui rêve de parler comme le colonisateur, de penser comme lui, de désirer ce qu'il désire, ne fait que perpétuer une violence symbolique contre son propre être. C'est une erreur psychologique fondamentale, une fuite en avant qui éloigne de la véritable réconciliation avec soi-même. Comme le rappelait Épictète, on ne peut pas choisir ses conditions de vie, mais on peut toujours choisir sa manière de penser. Cette quête d'une identité, pure ou supérieure, souvent construite sur le rejet de sa propre origine ou de son propre héritage, est une impasse. Fanon nous invite plutôt à une forme de résistance intérieure, une affirmation de soi qui ne cherche pas à imiter, mais à créer, à inventer de nouvelles voies d'être et de penser. Il nous exhorte à une désaliénation qui passe par une réappropriation radicale de notre histoire, de notre culture, et surtout, de notre capacité à nommer le monde avec nos propres mots, à le penser avec nos propres catégories. C'est une révolution silencieuse qui commence dans le fort intérieur, une reconquête de notre souveraineté spirituelle, un cheminement que l'on ne peut entreprendre qu'avec une détermination inébranlable. Frantz Fanon nous pousse à reconnaître que la liberté n'est pas un don, mais une conquête permanente. Elle n'est pas l'absence de contraintes extérieures, mais la capacité de penser et d'agir en accord avec notre essence la plus profonde, malgré ces contraintes. La décolonisation de l'esprit est un travail sans fin, une vigilance constante contre les nouvelles formes d'asservissement qui se présentent sous les traits du progrès, de la modernité ou de la norme. Chaque époque, chaque société, invente ses propres chaînes invisibles, et il nous revient de les identifier, de les dénoncer et de les briser,
pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Ce voyage avec Fanon est une promesse d'éveil, un appel à une lucidité radicale qui transforme non seulement notre perception de nous-mêmes, mais aussi notre capacité à agir sur le monde. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, ressenti ce poids invisible, cette sensation d'être scrutés non pas pour qui nous sommes intrinsèquement, mais pour ce que notre apparence, notre accent ou notre origine semble dire de nous avant même que nous n'ayons ouvert la bouche. C'est l'expérience de se voir réduit à une étiquette, à une catégorie préétablie, comme si notre identité était une série de tiroirs dans lesquels les autres nous rangeaient sans demander notre avis. Cette assignation peut être subtile, un regard fuyant, une intonation particulière, ou brutale, un mot blessant, une porte qui se ferme. C'est le monde qui nous renvoie une image de nous que nous ne reconnaissons pas toujours, mais qui s'insinue malgré tout. Frantz Fanon, avec une perspicacité rare, a mis en lumière que ce regard n'est pas anodin, il n'est pas le simple fait d'une ignorance individuelle. Il est le produit d'une structure, d'une histoire, d'un système qui a méthodiquement construit des hiérarchies, des autres à travers lesquels le « moi » dominant se définissait. Il observait avec acuité comment l'homme noir dans la société coloniale n'était pas simplement un individu, mais un « nègre », une figure mythique chargée de tous les fantasmes, les peurs et les désirs inconscients du blanc. Cette altérité radicale est une amputation de l'humanité même, un enfermement dans un rôle prédéfini dont il est presque impossible de s'échapper. Le drame commence lorsque cette image extérieure, si puissamment projetée, commence à s'insinuer dans notre propre conscience. On se surprend à se regarder avec les yeux de l'autre, à intérioriser les préjugés, à douter de sa propre valeur, de sa propre beauté, de son intelligence. C'est ce que Fanon nommait l'épidermisation de l'infériorité, une blessure qui ne se voit pas, mais qui ronge l'âme de l'intérieur. Selon les mots de La Rochefoucauld, nous passons plus de temps à nous soucier de ce que les autres pensent de nous qu'à être nous-mêmes. L'enfer, disait un autre philosophe, ce sont les autres, non pas parce qu'ils sont intrinsèquement mauvais, mais parce que leur regard peut nous priver de notre propre centre. Il a décrit des scènes poignantes où le colonisé, en particulier l'homme noir, cherche désespérément à échapper à cette condition, à cette peau qui est devenue un fardeau. Il voulait être blanc, parlait avec l'accent français le plus pur, rejetait sa culture, ses traditions, même sa musique, dans une tentative désespérée de se fondre dans le moule de la norme. Il s'agissait d'une fuite en avant, d'une aliénation linguistique où la maîtrise de la langue du colonisateur était perçue comme un passeport pour la civilisation, comme si la véritable humanité résidait dans l'adoption d'un idiome étranger. C'était une course-poursuite avec une ombre, une illusion de libération qui ne faisait qu'approfondir la fissure intérieure. Ce processus de blanchiment psychologique s'étendait aux désirs les plus intimes, aux choix amoureux. Fanon racontait comment la femme noire pouvait être perçue comme une menace ou un symbole d'une identité rejetée, et comment le rêve d'un mariage avec une personne blanche devenait pour certains la consécration ultime, le sésame pour une acceptation sociale et une reconnaissance de soi. C'était une validation par procuration, une tentative de se libérer du stigmate en s'unissant à ce qui était considéré comme la source de la pureté et du pouvoir. Mais cette union, loin d'apporter la paix, pouvait souvent révéler l'étendue de la fracture, car l'acceptation n'était jamais totale, toujours conditionnée. Le piège est là, dans cette impossibilité de réellement devenir l'autre tout en ayant renié une part de soi. Le colonisé qui s'efforce de devenir blanc ne le sera jamais aux yeux du colonisateur, et il cesse d'être lui-même aux yeux des siens. Il se retrouve dans un entre-deux douloureux, une zone grise où aucune identité ne le contient pleinement, où il est un étranger partout, y compris pour lui-même. C'est une pathologie de l'identité, une névrose de l'être qui se manifeste par un sentiment d'incomplétude, une quête perpétuelle d'un lieu d'appartenance qui reste introuvable. La pensée de Nietzsche nous rappelle que la vérité n'est pas quelque chose que l'on trouve, mais quelque chose que l'on crée. Cette intériorisation de l'infériorité n'est pas une fatalité. Elle est le résultat de mécanismes de domination qui doivent être démasqués, compris et désactivés. L'individu colonisé, tel que le dépeint Fanon, n'est pas seulement un opprimé politique, mais un sujet psychologiquement déchiré, dont les désirs et les aspirations ont été détournés. Il porte en lui les marques invisibles de la violence symbolique, une conscience malheureuse qui se manifeste par une hypersensibilité au jugement, une anxiété constante face au regard de l'autre. C'est une prison sans barreaux, construite par les mots, les mythes et les fantasmes que la société dominante a semés dans l'esprit. Mais la prise de conscience de cette aliénation est le premier pas, essentiel, vers une véritable libération. Comprendre que ces sentiments d'infériorité ne sont pas innés, qu'ils ne sont pas une vérité sur soi, mais une construction sociale et psychologique imposée, c'est déjà commencer à desserrer les chaînes. C'est réaliser que la lutte n'est pas seulement sur le plan politique et social, mais aussi, et peut-être surtout, au cœur même de notre intériorité. Il s'agit de débusquer ces voix intérieures qui répètent les jugements extérieurs, de reconnaître ces désirs qui ne sont pas les nôtres, de retrouver la capacité à se nommer soi-même, non pas en réaction à l'autre, mais depuis notre propre centre. Ce cheminement exige un courage radical,
une volonté farouche de se réapproprier sa propre subjectivité, une quête d'authenticité qui s'annonce longue et transformatrice. Imaginez un enfant encore pur, dont les jeux et les rires sont spontanés, et qui, un jour, dans la cour de récréation, se voit soudain pointé du doigt, désigné par un mot, un geste, une différence que lui-même n'avait pas perçue jusque-là. Ce n'est pas seulement le regard de l'autre qui change, c'est le sien propre qui se trouble. Il découvre qu'il est différent, non pas au sens neutre d'une singularité, mais au sens d'une anomalie, d'une tache dans le paysage social. Soudain, sa peau, ses cheveux, sa langue maternelle deviennent des stigmates, des marqueurs d'une infériorité qu'on lui impose. Cette première blessure est la porte d'entrée de ce que Frantz Fanon a si lucidement analysé comme l'épidermisation de l'infériorité, un processus où le corps devient le réceptacle des jugements sociaux. Fanon a observé que l'homme noir dans la société coloniale ne naissait pas noir au sens social et psychologique du terme. Il devenait noir par le regard du blanc, par l'appareil symbolique qui construisait cette négritude comme un concept chargé de connotations négatives, de primitivité, de danger. Ce n'est pas une donnée biologique, mais une construction sociale violente qui s'imprime sur la psyché. C'est le moment où la couleur de la peau, le phénotype, cesse d'être une simple caractéristique pour devenir une prison, un destin, une condition à laquelle on ne peut échapper sans une lutte titanesque. Cette épidermisation n'est pas une simple prise de conscience de la différence, elle est une intériorisation de l'infériorité. Le colonisé, face à cette image déformée de lui-même, en vient à se haïr, à vouloir se débarrasser de cette peau, de cette identité que le monde lui renvoie comme une malédiction. Fanon a décrit cette souffrance profonde, ce désir inconscient de blanchir, de se conformer aux canons esthétiques, intellectuels, moraux du colonisateur. On se met à lisser ses cheveux, à éclaircir sa peau, à adopter les modes vestimentaires, les manières de parler, comme si l'on pouvait, par un acte de volonté ou d'imitation, échapper à cette condition. C'est une tentative tragique de se fuir soi-même. Ce processus de désir aliéné s'étendait au-delà des apparences physiques. Il touchait la langue, la culture, l'histoire. Le colonisé pouvait en venir à mépriser sa propre langue maternelle, perçue comme primitive ou archaïque, au profit de celle du colonisateur, considérée comme le véhicule de la modernité, du savoir, de la civilisation. Il pouvait renier ses propres traditions, ses mythes, ses héros, pour embrasser ceux de l'autre, dans une quête désespérée de légitimité. C'est une violence épistémique, une colonisation de la pensée elle-même, où les outils intellectuels pour se comprendre soi-même et le monde sont confisqués ou dévalorisés. Selon les mots de Montaigne, nous cherchons souvent la vérité hors de nous, alors qu'elle réside dans notre fort intérieur. Fanon a montré que cette dynamique générait une forme de schizophrénie culturelle, où l'individu était déchiré entre deux mondes, deux identités incompatibles. Il ne pouvait être pleinement lui-même, car son moi authentique était constamment jugé et dévalorisé. Il ne pouvait pas non plus devenir pleinement l'autre, car il était toujours renvoyé à sa différence irréductible par le regard colonisateur. Cette situation d'entre-deux, de non-appartenance, créait une anxiété existentielle profonde, une incapacité à se sentir enraciné, en sécurité dans son être. La violence symbolique de l'assignation identitaire est redoutable car elle opère souvent de manière invisible, insidieuse. Elle ne se manifeste pas toujours par des coups ou des cris, mais par le silence, par l'exclusion, par la dévalorisation constante de tout ce qui ne correspond pas à la norme dominante. Elle se loge dans les interstices de la vie quotidienne, dans les interactions les plus banales, construisant petit à petit un sentiment d'étrangeté à soi-même. On se sent comme un étranger dans son propre corps, un imposteur dans son propre esprit, cherchant constamment à prouver sa valeur, sa normalité. Fanon ne s'est cependant pas contenté de diagnostiquer cette pathologie. Il a aussi montré la voie de la guérison, de la libération. Cette décolonisation de l'esprit commence par une prise de conscience radicale que cette infériorité n'est pas une vérité intrinsèque, mais une fabrication sociale. C'est refuser de jouer le rôle que l'on nous assigne, de briser le miroir déformant que le monde nous tend. Il s'agit de se réapproprier son corps, son histoire, sa culture, non pas comme des objets de honte, mais comme des sources de force et de dignité. C'est un acte de rébellion intérieure, une affirmation de soi qui refuse la définition de l'autre. Cette libération exige un travail psychique intense, une confrontation avec ses propres désirs aliénés, ses propres peurs intériorisées. Il s'agit de déconstruire les mécanismes par lesquels nous avons intégré l'idéologie du colonisateur, de repérer les voies intérieures qui nous dictent de ne pas être nous-mêmes. C'est un retour à soi, une réconciliation avec son identité profonde qui passe par une réaffirmation de sa propre valeur, une célébration de sa singularité. Ce chemin est semé d'embûches, car il bouscule des certitudes confortables, mais il promet une authenticité et une liberté que nulle contrainte extérieure ne peut offrir, une souveraineté de l'être qui réside en chacun de nous et n'attend qu'à être réactivée.
Pensez à ce moment où, face à une situation injuste ou absurde, vous avez ressenti une colère sourde, une indignation qui montait, mais que vous avez réprimée. Une force invisible vous a poussé à vous taire, à sourire, à accepter l'inacceptable, par peur du jugement, par souci de ne pas déranger, ou par une conviction intériorisée que votre voix n'avait de toute façon aucun poids. Cette frustration contenue, cette violence rentrée, est une blessure silencieuse, une érosion de l'estime de soi. Frantz Fanon a scruté cette dynamique avec une intensité déchirante, montrant comment la violence ne se limite pas aux actes visibles, mais s'incruste aussi dans les replis de la psyché, transformant l'opprimé en son propre geôlier. Fanon a analysé comment la violence coloniale n'était pas seulement une violence physique et économique, mais aussi une violence psychique profonde qui engendrait une pathologie de l'âme chez le colonisé. Le système colonial, par sa nature même, déniait l'humanité de l'autre, le réduisant à un objet, à un instrument, à un être inférieur. Face à cette déshumanisation constante, le colonisé était confronté à un dilemme existentiel. Accepter sa condition et sombrer dans l'apathie, ou bien résister et risquer l'anéantissement. Cette pression constante, ce sentiment d'être constamment sous le joug, créait une tension insoutenable. La colère, la rage, la frustration s'accumulaient, incapables de s'exprimer directement contre l'oppresseur, sous peine de représailles brutales. Fanon a mis en lumière que cette violence refoulée ne disparaissait pas. Elle se retournait contre le colonisé lui-même ou contre les siens. Elle pouvait se manifester par des conflits internes à la communauté, des violences domestiques, une autodestruction silencieuse, des maladies psychosomatiques. C'était une cocotte-minute psychologique, une pression interne qui cherchait désespérément une échappatoire. Selon les mots de Sénèque, la colère est une brève folie. Il a décrit des scènes où le colonisé, incapable de défier ouvertement l'autorité du colonisateur, redirigeait sa rage vers des cibles plus sûres, sa famille, ses voisins ou lui-même. C'était une violence détournée, une perversion de l'instinct de survie, où l'agression se manifestait par des rituels de sorcellerie, des mythes de possession, des affrontements internes qui déchiraient la communauté. Ces manifestations n'étaient pas des preuves d'une nature primitive, mais les symptômes d'une âme blessée, les cris silencieux d'une humanité niée et réprimée. Mais Fanon ne s'est pas arrêté à ce constat désespérant. Il a compris que cette violence contenue portait en elle les germes d'une libération radicale. Il a postulé que la violence, lorsqu'elle était dirigée contre l'oppresseur, n'était pas seulement un acte de destruction, mais un acte de création de soi. C'était un processus cathartique, une manière pour le colonisé de se réaffirmer comme sujet, de briser le moule de l'objet passif dans lequel il avait été enfermé. La violence révolutionnaire devenait un moyen de purger les humiliations intériorisées, de retrouver sa dignité et de se reconstruire psychologiquement. Cette prise de parole par l'action violente n'était pas une apologie gratuite de la destruction, mais une analyse clinique de la psyché du colonisé. Elle était l'unique issue pour ceux qui avaient été privés de tout autre moyen d'expression, de toute autre forme de résistance. C'était un cri primal, une affirmation existentielle qui disait « Je suis et je ne me laisserai plus déshumaniser ». Cette violence était le prix à payer pour retrouver une intégrité psychique, pour se sentir à nouveau entier et souverain. La pensée de Hegel nous invite à considérer que la conscience de soi s'affirme dans le combat pour la reconnaissance. La décolonisation de l'esprit, dans cette perspective, n'est donc pas seulement une question de changement de mentalité, mais aussi de réappropriation de sa propre puissance d'agir. C'est comprendre que la passivité est une forme de complicité involontaire, et que la véritable liberté exige une rupture radicale avec les schémas de domination, qu'ils soient intériorisés ou extérieurs. Il s'agit de transformer cette rage destructrice en une force créatrice, de canaliser cette énergie contenue vers la construction d'un monde nouveau, d'une identité nouvelle. Fanon nous invite à une vigilance constante, à reconnaître que les formes de violence psychique perdurent, même après la fin des colonisations officielles. Elles se manifestent par les micro-agressions, les stéréotypes, les assignations identitaires. La lutte pour la décolonisation de l'esprit est un combat quotidien, une remise en question permanente des normes, des valeurs et des images que le monde nous impose. C'est une affirmation de soi qui refuse de se laisser enfermer, de se laisser définir par un autre. Ce cheminement exige une lucidité féroce et un courage inébranlable pour se tenir debout, pour se nommer soi-même, pour être pleinement soi dans un monde qui voudrait nous réduire. Il s'agit d'une quête de souveraineté intérieure, une libération qui passe par l'action consciente et la réappropriation de sa propre puissance vitale. Avez-vous déjà eu cette étrange sensation de porter un masque, non pas un déguisement pour une fête, mais une façade subtile dans votre vie quotidienne? Vous parlez d'une certaine manière, vous agissez selon des codes précis, vous réprimez certaines émotions ou opinions, non pas par choix, mais par une nécessité silencieuse de vous conformer, de vous fondre dans le décor, d'être accepté. Cette dissonance entre ce que vous êtes réellement et ce que vous montrez est un poids, une perte d'énergie vitale. Frantz Fanon a exploré les mécanismes profonds de cette aliénation.
en particulier comment la langue, loin d'être un simple outil de communication, devient un champ de bataille pour l'identité. Fanon, dans ses observations perçantes, a mis en lumière que la colonisation ne se contentait pas d'occuper les territoires physiques. Elle investissait les territoires les plus intimes de l'être, y compris la langue. Pour lui, parler une langue, c'est adopter un monde, une culture, des valeurs. Or, dans le contexte colonial, la langue du colonisateur, le français, n'était pas neutre. Elle était la langue du pouvoir, du prestige, de la civilisation, tandis que les langues autochtones étaient reléguées au rang de dialectes, de signes de primitivité ou d'ignorance. Le colonisé, désireux d'échapper à sa condition infériorisante, se jetait souvent à corps perdu dans l'apprentissage et la maîtrise de la langue du colonisateur. Il ne s'agissait pas seulement d'une nécessité pratique pour communiquer ou travailler, mais d'une quête psychologique profonde. Celle d'être reconnu, d'être perçu comme civilisé, d'être enfin blanc par le langage. Fanon décrivait ces situations où l'homme noir s'efforçait d'effacer son accent, de maîtriser les subtilités grammaticales, de parler un français plus pur que celui des Français eux-mêmes, dans une tentative désespérée de se désaliéner. C'était une performance constante, une intériorisation de l'idée que sa propre langue était une entrave. Cette aliénation linguistique avait des conséquences profondes sur la perception de soi. En adoptant la langue de l'autre, le colonisé intériorisait aussi une partie de son mode de pensée, de ses catégories, de ses jugements. Il pouvait en venir à percevoir sa propre culture, ses propres modes d'expression comme inférieurs ou inadaptés. La langue, qui devrait être un pont vers la liberté d'expression, devenait une prison dorée, une cage de verre où les mots de l'autre dictaient les limites de sa propre pensée. C'est une sorte de trahison de soi, un déracinement intérieur. Selon les mots de Heidegger, la langue est la maison de l'être. Le drame était que cette maîtrise parfaite de la langue coloniale ne garantissait jamais une acceptation totale. Le colonisé restait toujours le nègre qui parle comme un blanc, un étranger dans sa propre langue et un imposteur dans la langue de l'autre. Le regard du colonisateur ne changeait pas fondamentalement. Il restait teinté de préjugés, incapable de voir au-delà de la couleur de peau, des origines. Cette dissonance créait une frustration immense, un sentiment d'échec malgré tous les efforts, renforçant l'idée d'une infériorité inhérente et inéluctable. Fanon a cependant montré que la voie de la décolonisation de l'esprit passait aussi par une réappropriation de la parole, non pas par l'imitation, mais par une réinvention. Il s'agissait de briser le moule de la langue coloniale, de la tordre, de la subvertir, de la charger de nouvelles significations, de nouvelles énergies, pour qu'elle puisse enfin exprimer l'expérience du colonisé. C'est le début d'une révolution linguistique, où les mots ne sont plus des outils d'aliénation, mais des armes de libération, des moyens de nommer son propre monde, ses propres réalités. Cette réappropriation implique aussi une reconnaissance et une valorisation des langues et cultures autochtones, non pas comme des reliques du passé, mais comme des sources vivantes de sagesse, d'identité et de résistance. C'est un acte de dignité que de refuser la hiérarchie linguistique imposée, de faire entendre sa propre voix, ses propres rythmes, ses propres récits. C'est une manière de se reconstruire psychologiquement, de tisser à nouveau les liens brisés avec son héritage, de retrouver une cohérence intérieure. La décolonisation de l'esprit, à travers le prisme de la langue, nous enseigne que la véritable liberté de penser commence par la liberté de nommer. C'est la capacité de se définir par ses propres termes, de raconter sa propre histoire sans les filtres déformants imposés par l'autre. C'est un combat pour la souveraineté narrative, pour la capacité à créer du sens à partir de sa propre expérience, plutôt que de l'emprunter. Ce chemin est une promesse d'authenticité, une quête profonde pour accorder sa voix intérieure à sa voix extérieure, une libération qui résonne jusqu'au plus profond de notre être, nous permettant de nous tenir debout, sans masque, sans artifice, dans la plénitude de notre propre humanité. Il y a des jours où l'on se sent étranger à soi-même, comme si les repères habituels s'étaient estompés. On peut ressentir un vide, une absence de sens, une impression de déconnexion avec le monde et avec les autres. Cette sensation d'isolement n'est pas toujours liée à la solitude physique. Elle peut être une solitude existentielle, le sentiment que notre récit personnel ne trouve plus d'écho, que les histoires que l'on nous raconte ne sont pas les nôtres. C'est l'expérience de la rupture, de la perte de ce qui nous ancre, une sorte d'amnésie collective qui nous prive de nos racines. Frantz Fanon a scruté cette blessure profonde, montrant comment la colonisation ne dérobe pas seulement la terre et les ressources, mais aussi l'histoire, la mémoire et l'avenir d'un peuple. Fanon a mis en lumière que l'un des actes les plus dévastateurs de la colonisation était la destruction systématique de l'histoire et de la culture des peuples colonisés. Il ne s'agissait pas seulement d'une négligence, mais d'une entreprise délibérée de dévalorisation, de falsification, voire de négation pure et simple. Les colonisateurs imposaient leur propre récit historique, présentant l'arrivée de l'Occident comme un acte civilisateur, une lumière apportée à des peuples sans histoire, sauvages ou primitifs. L'histoire autochtone était effacée, marginalisée,
réduite à des anecdotes folkloriques ou complètement réinterprétée à travers le prisme eurocentrique. Cette amputation historique entraînait une perte d'identité collective massive. Un peuple sans histoire reconnue, sans mémoire valorisée, se retrouve dépossédé de ses fondations, de ses points de repère pour comprendre son présent et construire son avenir. Les jeunes générations grandissaient avec le sentiment de n'avoir pas d'ancêtres glorieux, pas de récits inspirants, pas de patrimoine intellectuel ou artistique digne de ce nom. Cette colonisation de la mémoire créait un vide abyssal, une rupture avec les générations passées. Comme le soulignait Cicéron, ne pas connaître son histoire, c'est rester toujours un enfant. La culture, dans ses expressions les plus diverses, art, musique, contes, savoir-faire, était également ciblée. Considérée comme inférieure, barbare ou superstitieuse, elle était systématiquement réprimée, ridiculisée ou pervertie pour servir les intérêts coloniaux. Les pratiques religieuses étaient diabolisées, les langues interdites, les structures sociales traditionnelles détruites au profit de celles de l'administration coloniale. L'objectif était clair, anéantir tout ce qui pouvait constituer un pilier d'identité et de résistance, rendant le colonisé plus malléable, plus facile à contrôler. Cette dévalorisation culturelle et historique s'insinuait dans la psyché des individus, nourrissant le sentiment d'infériorité. Le colonisé pouvait en venir à rejeter sa propre culture, à la considérer comme une honte, à adopter avec zèle les mœurs et les valeurs du colonisateur. C'était une course-poursuite vers une assimilation impossible, une tentative désespérée de se fondre dans un moule qui ne lui était pas destiné, renforçant l'aliénation et le déracinement intérieur. On se retrouvait dans un entre-deux douloureux, sans être pleinement de l'un ou de l'autre monde. Cependant, Fanon ne s'est pas arrêté à ce constat désespérant de la destruction. Il a vu dans la réappropriation de l'histoire et de la culture un acte révolutionnaire, un pilier essentiel de la décolonisation de l'esprit. Pour lui, la lutte pour la liberté politique était indissociable de la lutte pour la réhabilitation de la mémoire collective, pour la revitalisation des expressions culturelles. C'était en retrouvant ses racines, en honorant ses ancêtres, en faisant revivre ses traditions, que le peuple colonisé pouvait se reconstruire une identité forte et cohérente. Cette démarche de réappropriation culturelle et historique n'est pas un simple retour nostalgique au passé. C'est un travail actif de réinterprétation, de création, de modernisation. Il s'agit de puiser dans le patrimoine ancestral non pas pour imiter, mais pour s'inspirer, pour forger de nouvelles formes d'expression qui soient à la fois ancrées et tournées vers l'avenir. C'est une manière de se réconcilier avec soi-même, de guérir les blessures du passé en affirmant sa capacité à être un acteur de son propre destin. Selon les mots de Gramsci, on doit être capable de vivre pleinement le présent avec une pleine conscience de son passé pour construire son futur. La décolonisation de l'esprit, à travers la reconquête de l'histoire et de la culture, est donc un acte de résilience profonde. C'est refuser l'amnésie imposée, déconstruire les mythes coloniaux et réécrire son propre récit. C'est reconnaître la richesse et la validité de toutes les formes de savoir et d'expression, briser les hiérarchies culturelles. Ce cheminement exige un effort collectif et individuel constant pour se souvenir, pour apprendre, pour créer, pour transmettre. Il s'agit de se réapproprier sa dignité, de retrouver le fil conducteur de son existence, de se sentir à nouveau enraciné dans le sol fertile de son histoire et de sa culture, prêt à bâtir un avenir où la liberté et l'authenticité règnent sans partage. Nous avons tous fait l'expérience de cette pression sociale, de l'injonction implicite à être comme il faut, à rentrer dans les cases prévues par la société. On se sent observé, jugé, comme si chaque pas, chaque mot, chaque choix devait être validé par un regard extérieur. Cette conformité étouffante peut nous empêcher de révéler nos désirs les plus profonds, nos ambitions les plus audacieuses, par peur de détonner, d'être marginalisés. Frantz Fanon a analysé avec une acuité rare comment cette pression à la conformité pouvait, dans un contexte de domination, devenir un véritable outil d'aliénation, empêchant l'émergence d'une véritable subjectivité. Fanon a mis en évidence que le système colonial, pour maintenir son emprise, ne se contentait pas d'une violence physique ou économique. Il cherchait à annihiler toute forme de spontanéité, d'initiative individuelle ou collective qui ne serait pas alignée sur ses intérêts. Le colonisé était encouragé à la passivité, à l'obéissance, à la soumission. Toute tentative de s'affirmer, de penser par soi-même, de critiquer l'ordre établi, était sévèrement réprimée, non seulement par la force, mais aussi par un conditionnement psychologique subtil. Ce conditionnement créait un homme nouveau, un colonisé, qui, par mimétisme et par nécessité de survie, adoptait les comportements attendus. Il se muait en un être prudent, méfiant, souvent fataliste, qui avait appris à se méfier de ses propres désirs et aspirations. La spontanéité, l'imagination, la capacité à rêver d'un autre monde étaient progressivement étouffées. Cette atrophie de la subjectivité se traduisait par un manque d'initiative, une difficulté à se projeter dans l'avenir, une préférence pour le connu, le sécurisant,
même si celui-ci était oppressant. Fanon a décrit comment cette passivité n'était pas un trait de caractère inhérent, mais le résultat d'un processus de dépersonnalisation intense. L'individu colonisé était privé de son pouvoir d'agir, de sa capacité à transformer le monde. Ses actions étaient toujours une réponse à la volonté de l'autre, jamais une émanation libre de sa propre subjectivité. Cette dépendance psychologique était un fardeau lourd, un sentiment d'impuissance qui s'ancrait profondément dans l'esprit. C'était une perte du sentiment d'agentivité, une incapacité à se percevoir comme une force capable d'influencer son propre destin. Selon les mots d'Hannah Arendt, l'homme est fait pour commencer, pour initier de nouvelles réalités. Le grand défi de la décolonisation de l'esprit, selon Fanon, était de briser cette passivité induite, de réveiller la subjectivité endormie, de restaurer le pouvoir d'agir. Il ne s'agissait pas seulement de changer les structures politiques, mais de transformer l'homme lui-même, de lui rendre sa capacité à initier, à créer, à inventer. Cette renaissance passait par une prise de conscience radicale. Le colonisé n'était pas un objet de l'histoire, mais un sujet capable de la faire, de la transformer. C'est là que l'action collective prend tout son sens. Fanon a postulé que la participation à la lutte pour la libération, qu'elle soit politique, sociale ou armée, était le moyen le plus puissant de réactiver la subjectivité. En s'engageant, en prenant des risques, en agissant collectivement, l'individu se reconnecte à sa propre puissance, il se sent à nouveau utile, efficace, partie prenante d'un projet qui le dépasse. C'est dans le feu de l'action que les chaînes psychiques se brisent, que la peur cède la place au courage, que la passivité se transforme en initiative. La subjectivité, pour Fanon, n'est pas une donnée fixe, mais une construction dynamique qui s'affirme dans le rapport au monde et aux autres. Elle est la capacité à se définir soi-même, à poser des actes libres et conscients, à se percevoir comme un agent de changement. La décolonisation de l'esprit est un appel à cette affirmation radicale de soi, un refus de la résignation, une célébration de la capacité humaine à se dépasser, à se réinventer. Ce cheminement est une invitation à chacun de nous à interroger les forces qui nous poussent à la conformité, à l'apathie. Il s'agit de reconnaître les moments où nous nous laissons définir par les attentes extérieures, où nous réprimons notre propre voix. C'est un appel à l'audace, à la singularité, à la liberté de penser et d'agir en accord avec notre essence la plus profonde. La décolonisation de l'esprit n'est pas seulement un concept historique, c'est une exigence existentielle, une quête permanente pour devenir pleinement soi, pour reprendre les rênes de notre propre vie et affirmer notre puissance créatrice dans le monde, une liberté qui se manifeste dans chaque décision, chaque mot, chaque silence choisi. Avez-vous déjà ressenti le besoin impérieux de vous définir non pas par ce que vous êtes, mais par ce que vous n'êtes pas? Une sorte de combat intérieur pour vous démarquer de l'image que l'on vous a collée, pour rejeter les stéréotypes, pour prouver que vous êtes différent. Cette dynamique, bien qu'apparemment libératrice, peut parfois enfermer dans une réactivité constante, où l'on reste malgré tout prisonnier du regard de l'autre, se construisant en opposition plutôt qu'en affirmation. Frantz Fanon a éclairé ce piège subtil, montrant que la véritable libération ne consiste pas à rejeter l'image imposée, mais à transcender la question même de l'image pour embrasser une humanité universelle. Fanon, dans sa réflexion, est allé au-delà de la simple réappropriation identitaire. Il a compris que la lutte contre l'aliénation ne devait pas se limiter à une inversion des rôles ou à une simple célébration d'une identité noire ou colonisée en opposition à une identité blanche ou colonisatrice. Pour lui, cela risquait de perpétuer les catégories mêmes de la domination, de maintenir le colonisé dans une réaction constante, toujours définie par l'autre. La vraie libération était de dépasser ces catégories, de se libérer des prisons identitaires, qu'elles soient imposées ou autoconstruites. Il a averti contre le danger de l'essentialisme, cette tendance à figer l'identité dans des traits immuables, à célébrer une négritude qui, si elle était une étape nécessaire pour briser l'aliénation et retrouver une fierté, ne devait pas devenir une nouvelle prison. Pour Fanon, l'homme ne devait pas être enfermé dans une essence, qu'elle soit raciale, culturelle ou historique. L'être humain est une conscience en devenir, une capacité à se transcender, à se réinventer constamment. Le véritable combat n'était pas de devenir le contraire de l'autre, mais de devenir soi-même au-delà de toute définition réductrice. Cette quête de transcendance exigeait de rompre avec les dualités imposées, de refuser les oppositions binaires, colonisateur, colonisé, blanc, noir, civilisé, sauvage, qui enfermaient la pensée et limitaient l'horizon des possibles. Il s'agissait de s'élever au-dessus de ces classifications, de briser les catégories figées pour embrasser une humanité commune, une universalité qui reconnaisse la richesse des différences sans les hiérarchiser. C'était une invitation à une pensée dialectique, où la contradiction est dépassée vers une synthèse supérieure. Selon les mots de Merleau-Ponty, nous sommes des êtres en situation, constamment projetés au-delà de nous-mêmes. Fanon a insisté sur l'importance de construire une nouvelle humanité, une nouvelle conscience de soi,
qui ne serait pas fondée sur la réaction ou la haine, mais sur une affirmation positive de l'être. La décolonisation de l'esprit ne devait pas aboutir à une simple vengeance ou à une reproduction inversée des systèmes de domination, mais à l'émergence d'une nouvelle forme de relation, basée sur le respect mutuel, la reconnaissance de la dignité de chacun. C'était une vision utopique, mais nécessaire, pour sortir du cycle de la violence et de l'aliénation. Il a souligné que le véritable ennemi n'était pas l'autre en tant qu'individu, mais le système de domination, la structure qui enfermait chacun dans des rôles et des identités préconçues. La libération du colonisé était intrinsèquement liée à la libération du colonisateur lui-même, car l'oppresseur aussi était aliéné par son rôle, prisonnier de ses propres préjugés et de son propre système de valeurs. La décolonisation était donc un processus universel, une invitation à tous les êtres humains à se libérer des chaînes de l'idéologie et des systèmes de pensée réducteurs. La transcendance identitaire, pour Fanon, est l'ultime étape de la décolonisation de l'esprit. C'est le moment où l'individu, ayant fait la paix avec son passé, ayant réaffirmé sa dignité et sa valeur, est capable de se projeter au-delà de toute assignation, d'embrasser sa pleine humanité. C'est la capacité de se sentir citoyen du monde, sans renier ses origines, mais sans s'y laisser enfermer. C'est une liberté radicale, celle de devenir qui l'on est vraiment, sans les masques, sans les chaînes invisibles du regard de l'autre ou de l'histoire. Ce cheminement est un appel à la grandeur, à la capacité de l'être humain à se dépasser constamment. Il nous invite à questionner nos propres affiliations, nos propres catégories, nos propres préjugés, pour nous ouvrir à une vision plus large, plus inclusive de l'humanité. C'est une quête de sagesse, une recherche d'équilibre entre l'enracinement et l'ouverture, entre la fidélité à soi et la capacité à se renouveler. La décolonisation de l'esprit se révèle alors comme une philosophie de la transformation permanente, une invitation à un devenir libre et conscient, qui promet non pas une identité figée, mais une liberté expansive et infinie, un horizon toujours nouveau pour l'existence humaine. Notre exploration des chemins de l'aliénation et de la libération, guidée par la pensée incisive de Frantz Fanon, nous a menés au cœur d'une vérité essentielle, souvent enfouie sous les strates de notre quotidien. Nous avons commencé par ce malaise diffus, cette sensation d'être un acteur dans sa propre vie, de réciter un rôle, de se mouvoir selon un script écrit par d'autres. Fanon nous a patiemment éclairé sur la nature de ce poids invisible, révélant comment le regard des autres, les attentes silencieuses de la société et les normes invisibles pouvaient se transformer en chaîne pour notre esprit. Nous avons compris que cette dissonance intérieure n'était pas le fruit d'une faiblesse personnelle, mais la conséquence d'une architecture psychique complexe, façonnée par l'histoire, la culture et les dynamiques de pouvoir. Nous avons plongé dans le mécanisme implacable de l'épidermisation de l'infériorité, cette blessure invisible où le corps devient le réceptacle des jugements sociaux, où la couleur de peau, l'accent, où l'origine se transforme en stigmate. Fanon nous a montré comment cette image déformée, si puissamment projetée, pouvait s'insinuer dans notre propre conscience, nous poussant à nous regarder avec les yeux de l'autre, à douter de notre propre valeur, à intérioriser les préjugés jusqu'à vouloir nous fuir nous-mêmes. C'est une pathologie de l'identité, une névrose de l'être qui se manifeste par un sentiment d'incomplétude, une quête perpétuelle d'un lieu d'appartenance qui reste introuvable. Puis, nous avons scruté la violence refoulée, cette colère sourde, cette indignation contenue qui, incapable de s'exprimer directement, se retourne contre soi ou contre les siens, manifestant la souffrance d'une humanité niée. Il s'agissait de comprendre que cette passivité n'était pas une donnée, mais le résultat d'un processus de dépersonnalisation, une perte du sentiment d'agentivité. Notre cheminement nous a ensuite conduit à percevoir la langue non comme un simple outil, mais comme un champ de bataille pour l'identité, un vecteur d'aliénation lorsque les mots de l'autre dictent les limites de notre propre pensée, mais aussi une arme de libération lorsqu'ils sont réappropriés. Nous avons vu l'importance vitale de la reconquête de l'histoire et de la culture, non pas comme de simples reliques, mais comme des sources vivantes de sagesse et de résistance, des fondations pour une identité forte et cohérente. Enfin, l'exploration de la transcendance identitaire nous a invités à dépasser les catégories réductrices, à briser les dualités pour embrasser une humanité universelle, une liberté radicale de devenir qui l'on est vraiment, au-delà des masques et des chaînes invisibles. Chaque étape de cette méditation a renforcé en nous le sentiment qu'une compréhension plus profonde est toujours possible, que les voiles peuvent être levés pour révéler une clarté nouvelle sur notre existence. La décolonisation de l'esprit, telle que Fanon l'a si puissamment formulée, n'est pas un concept lointain ou purement historique. Elle se révèle être une exigence existentielle perpétuelle, un appel pressant à une vigilance radicale dans nos vies contemporaines. Elle nous exhorte à reconnaître que les formes d'aliénation se renouvellent sans cesse, se drapant dans les habits du progrès, de la réussite sociale, des injonctions médiatiques ou des algorithmes qui nous enferment dans des bulles identitaires. Il ne s'agit plus seulement de se libérer des vestiges du colonialisme passé, mais de démanteler les mécanismes insidieux qui continuent de coloniser notre imaginaire, nos désirs, nos aspirations profondes, nous éloignant de notre véritable souveraineté psychique.
C'est l'impératif de se défaire des définitions réductrices, des stéréotypes persistants, des autolimitations que nous avons intériorisées, pour enfin habiter pleinement notre être, sans compromis ni faux semblant. Cette quête n'est pas un chemin de facilité, mais une route exigeante, faite d'une confrontation honnête avec nos propres contradictions, nos peurs héritées et nos désirs aliénés. C'est un acte de courage renouvelé chaque jour, une révolution silencieuse qui éclate dans le fort intérieur, transformant l'individu et par ricochet, le monde. C'est ainsi que, selon les mots de Frantz Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Cette mission, aujourd'hui plus que jamais, est celle de la lucidité, de la confrontation audacieuse avec les ombres de notre inconscient collectif et individuel. C'est l'engagement inébranlable envers une liberté authentique, non pas comme une permission accordée, mais comme une conquête incessante. Si cette exploration a touché une corde sensible en vous, si elle a allumé en vous cette étincelle de la conscience, ce désir d'approfondir et de transformer, alors n'hésitez pas à prolonger cette conversation vitale. Votre abonnement, un simple like et un commentaire partageant vos propres pensées, vos propres révélations, sont autant d'actes qui renforcent cette communauté de réflexion. Ils contribuent à faire résonner ces idées essentielles au-delà de ces mots, nourrissant un espace où la décolonisation de l'esprit devient une tâche collective, une manière d'agir sur le monde. Philosopher, c'est agir sur le présent. Commence par t'abonner.